Comme le titre de ce podcast l'indique, j'aimerais évoquer une question que des clients se posent légitimement, qui est: mais pourquoi mon inconscient ne me dirige pas vers le bonheur? Pourquoi est-ce qu'il choisit de m'emmerder avec ce trouble du comportement alimentaire, à me réduire ma santé, à me réduire ma beauté, à réduire mon potentiel? Qu'est-ce qui fait qui préfère me parasiter ce bonheur plutôt que de me pousser vers lui? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Prenons un exemple concret. Une personne est à un concert et là, c'est le kiff total. C'est son artiste préféré, elle est avec ses amis, tout va bien, elle peut bouger à volonté, chanter, danser, crier le nom de son artiste. Vraiment, son inconscient est actif à tout mettre en œuvre pour que son bonheur soit complet. Et là, il y a des terroristes qui rentrent dans la salle de concert, armés. Il est évident que là, la mission de son inconscient change de camp, et ce qui est prioritaire n'est plus le bonheur de cette personne, mais bien sa survie. La survie physique de son corps et la survie psychique de son corps. Donc son inconscient va tout faire pour qu'elle survive. Déjà, elle va avoir la bonne idée de s'effondrer sur le sol et de faire la morte, sa respiration va ralentir, elle va faire l'effort de ne pas bouger, jusqu'à ce que les terroristes s'en aillent et où elle va pouvoir, au bout d'un moment, recommencer à bouger. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que dans ce cas précis, la priorité de son inconscient, c'est pas de lui dire: «Tiens, comment est-ce que je pourrais la faire kiffer là maintenant?» C'est plus la priorité du tout. On peut dire que l'inconscient a 2 missions. La première, en priorité, est de vous maintenir en vie physique et psychique, et donc de vous maintenir en sécurité. La seconde, de contribuer à votre bien-être, de vous diriger vers ce qui vous élève, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous rend heureux, ce qui est en accord avec vous-même, ce qui est en lien avec ce que vous êtes venu faire sur cette terre et qui est positif pour vous. Pour pouvoir vous rendre heureux et, quand c'est pas la priorité, vous maintenir en sécurité et en vie, votre inconscient a 3 catégories de données à relever tout au cours de votre histoire. Catégorie numéro 1, il va relever tout ce qui met manifestement votre corps en joie. Il va en faire une liste assez exhaustive et il sait qu'il va pouvoir exploiter ça dès lors qu'il est temps de vous diriger vers le bonheur. Deuxième catégorie, qu'est-ce qui est une menace pour votre équilibre physique et psychique? Il va relever tout au long de votre histoire une liste la plus exhaustive que possible de tout ce qui est un danger, et il va en tenir compte pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Et troisième catégorie d'infos, quels sont, selon lui et d'après ses observations, à partir de ce que vous avez vécu dans votre histoire, quels sont tous les moyens d'échapper à cette menace pour vous maintenir en vie? Pareil, il va dresser une liste assez exhaustive de tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour échapper au danger. C'est exactement ce qui se joue pour les troubles du comportement alimentaire, on va le voir. Une personne qui souffre d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, quand on questionne son inconscient, il va répondre oui à la question inconscient: est-ce que quelque chose te semble menacer sa vie physique ou psychique? Oui. Dans 100% des cas, quand on utilise ce qu'on appelle un signaling, l'inconscient répond oui à cette question. 100% des cas. En 11 années de travail et de pratique avec les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, jamais, jamais, jamais un inconscient n'a répondu non à cette question. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de Zoé. Vraie histoire, faux prénom. Zoé se retrouve lors d'une fête de famille confrontée à tonton Georges qui lui tripote les seins qu'elle n'a pas. Je précise que Zoé a 6 ans. Cette expérience de vie permet à son inconscient de récolter l'information: fête de famille égale danger, tonton Georges égale danger,
Se retrouver seul avec un homme égale danger. Les hommes qui ont la même apparence que tonton Georges égale danger. Avoir des seins égale danger. Je précise que l'inconscient n'en a strictement rien à faire de se tromper. Il va préférer récolter trop de données sur ce qui est potentiellement dangereux pour vous, quitte à se tromper, plutôt que d'en récolter moins et de vous mettre en danger plus tard. Donc c'est important, l'inconscient n'a pas toujours raison. Ce qui va compter, c'est plutôt ce qu'il aura relevé, lui, comme un danger potentiel, à raison ou à tort. Quelques mois plus tard, Zoé se retrouve à l'école et pour la première fois, un garçon la repousse, refusant de jouer avec elle, sous prétexte qu'elle est trop grosse. T'es grosse, t'es moche, t'es bête, je veux pas jouer avec toi. Son inconscient retient « Ah !» Donc quand on est trop gros, les garçons ne veulent pas de nous. Zoé, qui était déjà un peu potelée vers 6 ans, grandit et elle s'est retrouvée à l'âge de 13 ans avec un tout premier amoureux qui, lors d'un baiser totalement consenti par Zoé, s'est permis de commencer à lui toucher ce qui était un début de sein pour elle. Ce qui a redéclenché la mémoire traumatique, le souvenir de ce qui s'est passé avec tonton Georges s'était réactivé pour elle. Et c'est à cette période-là, déclenchée par son amoureux du collège, qu'elle s'était mise à grossir, c'est-à-dire à arborer une apparence qui n'attire plus ce qu'elle percevait inconsciemment comme des prédateurs. Pour info, Zoé va parfaitement bien aujourd'hui, elle est heureuse, épanouie, mariée, elle a même eu un petit loulou récemment. Donc quand une personne se présente à moi en séance, ce que je cherche à repérer, quand elle souffre ou plutôt puisqu'elle souffre d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, c'est-à-dire puisque son inconscient exploite le désordre alimentaire dans sa vie, c'est où est le danger et la menace tel que son inconscient le perçoit. Ensuite, on va aller voir où dans son histoire l'inconscient a-t-il eu loisir d'enregistrer que cette situation était un danger, et de quoi est-ce que l'inconscient a besoin pour qu'il sente cette personne en totale sécurité. J'en profite pour mentionner une erreur que font encore trop de praticiens à mon goût, c'est d'aller demander à l'inconscient, dis-moi inconscient, d'où est venue l'idée d'affamer cette personne, d'où est venue l'idée de faire bouffer cette personne, ou d'où est venue l'idée d'imposer à cette personne d'éliminer ce qu'elle a absorbé. Parce que ça ne nous intéresse pas, je sais pas, imaginons quelqu'un qui préfère prendre les escaliers parce qu'il a la phobie de l'ascenseur. Ce qui va nous intéresser, c'est pas comment est-ce qu'il a appris que prendre les escaliers permettait d'échapper à l'ascenseur, on s'en fout. Peut-être qu'il a vu ça dans les Grey's Anatomy, peut-être qu'il a appris dans son enfance que, je sais pas, que les escaliers existaient, j'en sais rien, enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce qui va nous intéresser, c'est à quel endroit de son histoire son inconscient a pu apprendre que prendre l'ascenseur était dangereux. De même qu'il va être inutile de savoir où vous avez découvert les escaliers dans votre histoire, il est inutile de savoir où vous avez découvert le désordre alimentaire dans votre histoire. Oui, il y a forcément des vies antérieures dans lesquelles il y a eu de la famine ou du gavage, mais autant que de vies dans lesquelles la nourriture n'était pas un problème. Oui, dans votre lignée familiale, il y a bien quelqu'un qui a subi de la famine ou du gavage, mais il y a autant de personnes qui mangeaient normalement et pour qui c'était pas un problème. Et oui, dans votre histoire, il y a bien une mamie qui vous donnait de l'amour en vous faisant manger, ou oui, il y a bien un soir où vous n'aviez pas à manger parce que, je sais pas, un de vos parents était sous, ou je sais pas quoi, ou absent, ou peu importe, ou travaillait. Mais on s'en fout de ça. Ce qui va être utile, c'est qu'est-ce que votre inconscient perçoit comme une menace pour vous, et à quel endroit de votre histoire il a pu enregistrer ce truc comme une menace. Parce qu'on va avoir besoin d'aider votre inconscient à vérifier est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était vraiment une menace ou pas. Si oui, est-ce que cette menace plane encore sur vous aujourd'hui pour de vrai ou pas? Parce que si c'est pas le cas, c'est intéressant pour lui de se rendre compte pour vous foutre la paix. Si c'est vrai et que la menace plane vraiment, il va falloir qu'on développe ensemble en séance de psychothérapie vos compétences
de gestion des conflits, gestion des agressions, gestion des menaces, pour que votre inconscient vous sente à nouveau en sécurité et puisse vous foutre la paix avec ce trouble du comportement alimentaire. Ça, oui, c'est utile. Quelqu'un qui n'en peut plus de prendre les escaliers parce qu'il a une phobie de l'ascenseur, si on arrive à déjouer, à désactiver totalement sa phobie de l'ascenseur, il peut se foutre la paix avec les escaliers. C'est exactement le même principe. Tant qu'il y a danger, il y a trouble du comportement alimentaire. On peut même imaginer 2 jauges qui se répondent. Si vous êtes à 0% de sécurité intérieure et que votre inconscient vous sent en danger, le trouble du comportement alimentaire va être à 100% de son potentiel. Si vous gagnez 20% de sécurité intérieure, le TCA diminue de 20%, intensité du trouble du comportement alimentaire 80%. Et quand vous serez à 100% de sécurité, c'est-à-dire quand votre inconscient saura que soit il n'y a plus de menace parce qu'il se trompait, ou que si la menace est réelle, vous savez y faire face, y survivre en vous maintenant en équilibre physique et psychique, où vous savez vous en défendre et vous épargner ce truc-là, parce que vous savez crier, vous enfuir, frapper, que sais-je, alors il fera définitivement disparaître ce foutu trouble du comportement alimentaire. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que quand vous cherchez à désobéir aux compulsions d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, émotionnellement, c'est la catastrophe, ça panique à l'intérieur, comme si vous étiez en danger de mort. Et la crise d'après se retrouve intensifiée, c'est-à-dire que plus vous désobéissez, plus l'inconscient redouble d'efforts pour vous affamer, pour vous faire vous gaver, pour vous faire éliminer. Donc souvent les clients vont me dire « Barbara, au début j'ai bien cherché à résister et à quand même manger équilibré et prendre soin de moi, me maintenir en forme. Le problème, c'est que ça s'est transformé en harcèlement dans ma tête, comme si j'avais vraiment plus le choix. Et ça m'épuisait tellement que je cherche même plus à résister en fait, que j'obéis. Mon inconscient me dit que j'ai pas le droit de manger, je mange pas. Mon inconscient me dit de me gaver, je me gave. Mon inconscient me dit d'éliminer, de vomir ou de faire du sport, je réfléchis même plus. Comme un automate, je le fais. Parce que quand j'essaye de résister, ça pousse tellement fort derrière que ça aggrave le problème. C'est pas rentable. Donc oui, je finis par être le pantin de mon inconscient et à me nuire, à me faire du mal, à nuire à ma santé, à nuire à ma beauté, à nuire à ma confiance en moi, et oui, je souffre. Mais l'inconscient dirait « Mais oui, ma cocotte, mais au moins t'es en vie. » Je vous entends penser d'ici « Oui, mais le problème, c'est qu'une personne qui a son alimentation à ce point déréglée que ça nuit à sa santé, a priori, si elle continue comme ça nuit aussi pour sa vie. » Sauf que l'inconscient, lui, il ne réfléchit pas à long terme. Si je reprends mon exemple du concert, on peut se dire qu'une personne qui fait la morte à un concert, qui bouge pas, qui respire peu, dont la respiration vraiment ralentit pour faire la morte, qui ne bouge pas et n'est pas en train de boire ou de manger, ni de s'amuser, on est d'accord que si on disait là à l'inconscient, oui, mais inconscient, si tu fais ça sur le long terme, elle va pas se diriger vers la vie, hein. Il va lui dire, oui, mais je m'en fous, elle a un flingue sur la tempe. Donc pourquoi est-ce que je serais en train de calculer sur le long terme, puisqu'à court terme, elle pourrait mourir? Pour en revenir au trouble du comportement alimentaire, l'inconscient vous répondrait « Mais pourquoi est-ce que j'utiliserais une stratégie sur le long terme qui la dirige vers la vie si j'ai l'impression que là, maintenant, tout de suite, si elle est trop visible, elle va être repérée par son agresseur et prise pour cible ?» Donc, je ne vais pas la faire aller bien maintenant pour la maintenir en vie plus tard, si ça implique là maintenant tout de suite qu'elle se fasse agresser. Parce que c'est ça qui se joue. C'est si je suis à plein potentiel de beauté, que je suis à plein potentiel d'énergie, de vitalité, de dynamisme, si je bouge librement, si je sors, si je suis en grande estime de moi et ou de confiance en moi, si je suis en pleine santé, alors, du point de vue de l'inconscient, je suis visible et donc potentiellement repérable parce que mon inconscient a relevé comme étant des agresseurs ou des prédateurs potentiels, des situations à risque.
Ce qui explique aussi qu'aller dire en séance, avec d'autres praticiens, parce que moi je fais pas ça, à l'inconscient, inconscient, tu fais quelque chose de pas bien, ce que tu fais là en amenant cette personne à s'affamer, à se gaver, à éliminer, ben, tu ruines sa santé, sur le long terme c'est dangereux et cetera, ne sert à rien parce que le long terme, votre inconscient, il s'en fout puisqu'il a l'impression qu'à court terme, si vous alliez bien, si vous étiez charismatique, si vous étiez à pleine énergie, à plein potentiel, si vous étiez, en pleine santé, bah, vous seriez trop visible de ce qu'il perçoit comme un agresseur, comme un prédateur, comme une menace dans votre environnement. Donc le long terme, il s'en fout. Pour résumer, le bonheur, visez-le, oui, mais d'abord, sécurisez le terrain. Question à poser à votre inconscient. Inconscient, qu'est-ce que tu perçois comme une menace? Deuxième question, de quoi as-tu besoin pour me sentir en sécurité vis-à-vis de ça? Et la troisième étape consiste à aller développer ces compétences-là, de sorte à être tellement en sécurité que le trouble du comportement alimentaire n'ait plus aucun intérêt. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, vous le savez, je vous donne toutes les infos en description de ce podcast.